Moi, je suis Fabiola Dor, je suis journaliste de formation. Et aujourd'hui, je suis hyper ravie d'être avec vous pour la conférence Tech et Médias, la révolution digitale. Ce qui est intéressant dans le monde du média, c'est dans le monde des médias, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis journaliste, c'est que tout le monde a un avis, on a toujours l'impression qu'il faut continuer d'avoir des médias, mais en même temps, on n'a jamais l'argent. Et je pense que j'apprends rien à Sophie qui me regarde ou à Stécie, peut-être un peu différent pour Claire et Robin qui sont dans le monde des médias mais sur des métiers un peu différents. Mais quand tu fais une école de journaliste, tu sais très rapidement que si tu as envie d'avoir de l'argent, tu t'es un peu trompé d'adresse. Mais en même temps... La conseillère d'orientation me l'avait dit. Voilà. Du coup, j'ai fait avocat. Voilà, moi tu as su écouter, on me l'a dit, mais j'ai été turbulente, voilà. J'écris aussi quand même, j'ai retrouvé un truc. Bon, bref. Voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc non seulement il n'y a pas d'argent, et quand en même temps, certains finissent par rentrer dans des rédactions, avoir une carte de presse qui a un parcours un peu classique, en tout cas ça a été le mien. Très rapidement, on se rend compte, en fait maintenant il y a les GAFAM, maintenant il y a Google, et puis après il y a les réseaux sociaux, et il y aura encore des trucs, et après la vraie question, et je propose qu'on commence peut-être par cette question-là, et je vous laisserai vous représenter, c'est il y a un sujet, il n'y a pas une soirée où on ne va pas, mais est-ce que l'IA va remplacer les journalistes? C'est un peu la question à la mode, tout le monde se pose la question, les journalistes passent leur temps à dire mais non, ils ne remplaceront jamais parce qu'on a encore besoin de nous pour écrire, et après de l'autre côté, les gens disent plus pour l'info, quoi. Tout le monde raconte n'importe quoi, trop la peine de savoir écrire, quoi. T'as une IA qui fait pour toi, ChatGPT fait ça très bien, ce qui n'est pas vrai du tout, mais c'est pas tant mon avis qui compte. Je vous laisse vous présenter et justement me donner votre avis assez rapidement sur ce point-là. Je me dis que si on commence la table ronde par répondre à cette question-là et mettre ce truc-là de côté, on pourra aller vers les vrais sujets après rapidement. Je commence. Oui. Allez. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Sophie Comte, cofondatrice du magazine Chute, un magazine papier que je n'ai pas dans les mains, mais voilà, papier, qui parle de tech et de numérique, un magazine de société qui est distribué en kiosque et librairie. Pour répondre à ta question, eh bien, moi, ce qui me fait un peu rire, c'est que le mot IA, c'est un peu un buzzword, mais un buzzword qui dure. En fait, la tech aime bien les buzzwords. On a eu blockchain, on en a eu plein. Puis il y en a un qui est arrivé, là, il n'y a pas très longtemps, IA, et lui, il reste un peu. Et tout le monde se l'est approprié et l'utilise pour tout ce qu'on veut. Enfin, voilà, et les médias en premier, évidemment. Et des médias qui ne savent pas forcément en parler correctement, parce que l'IA, c'est un sujet quand même relativement complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a rendu le sujet grand public, parce que la tech, jusque-là, on avait l'impression que c'était un sujet à côté, le sujet des geeks, alors que c'est un sujet de transformation majeure de notre société. Donc, moi, ce que je dirais de positif là-dedans, c'est ça, c'est que ça a mis l'IA, ça a mis la tech, ça a mis le numérique, ça a mis le digital sur le devant de la scène, et ça permet de se poser plein de questions sur toutes les transformations que ça génère, et notamment aussi toutes les questions d'éthique dans le journalisme. Voilà. Bonsoir, merci d'être là en cette veille de week-end, d'être terminé cette journée avec nous. Alors moi, je suis Claire Poisson, avocate en droit numérique et en propriété intellectuelle. Donc cette question de est-ce que l'IA va remplacer les journalistes, j'ai eu la même question, et notamment par des clients qui m'ont dit mais de toute façon, bientôt on n'aura plus besoin de vous en tant qu'avocate, l'IA va faire les contrats, l'IA va tout faire. Donc votre métier a vocation à disparaître. Je réponds non. Je réponds non modestement. L'IA actuellement a le mot intelligence dans son terme, mais n'est pas intelligente dans le sens humain. Donc, je donne un exemple. Dans une négociation, l'IA ne peut pas savoir dans quel état est l'adversaire, dans quel état est le client, comment on doit faire un coup de poker ou pas, comment on doit réussir ou pas à amener la négociation dans tel endroit et à tel moment. Pareil en contentieux. Il y a des stratégies à faire, l'IA est incapable de les faire. Donc, si je duplique ça aux journalistes, je pense que c'est pareil. L'IA, pour l'instant, est un outil d'assistance plutôt médiocre, en tout cas en France actuellement, mais qui sert quand même sur un certain nombre de sujets et qui peut vous permettre de gagner énormément de temps en écriture potentiellement, mais vous êtes derrière toujours. Vous lidez, vous promptez, vous amenez, c'est vous qui amenez la matière grise en fait. Et donc à ce jour, je pense que le journaliste n'a rien à craindre là-dessus pour sa vocation. Là. Mais ça suppose aussi quelques changements, transformations. Je pense que, et c'est même tant mieux, parce que je suis toujours un peu positive, ça va peut-être amener un peu plus de journalisme d'investigation.
un peu plus poussée, un peu plus dans ce que ça devrait être, que ça devrait toujours être, pour apporter une information éclairée et pas juste donner du contenu pour du contenu. C'est que si on travaille bien avec les lecteurs, si les lecteurs ont compris comment fonctionnait un média et va aller chercher une information pour se donner une idée, pour son esprit critique, et ça, l'IA ne peut pas le faire. Donc, les journalistes peuvent apporter quelque chose encore, heureusement. Très clair, merci. Cécile ? Bonsoir à toutes et à tous, ravie d'être avec vous pour cette conférence. Donc, je suis journaliste indépendante, je collabore avec de nombreux médias, plutôt des médias digitaux comme Les Échos, Épicurieux, etc. Et j'ai moi-même cofondé un média dédié à un sujet dont tout le monde se fout, la biodiversité, qui est une sous-branche un peu des sujets environnementaux. Moi, je dirais qu'à partir du moment déjà où on écrit sur un sujet aussi flippant que la crise climatique, l'effondrement du vivant, etc., me faire remplacer par l'IA, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Franchement, on a quand même d'autres soucis un peu plus pressants que de se dire au quotidien, est-ce qu'on va réussir à me remplacer sur des articles, etc., qui globalement aujourd'hui, en termes de temps, parfois nous prennent du temps sur des choses qui franchement sont assez... de l'ordre de l'anecdote, finalement. On est à relater qui est en train de prendre son jet privé, pourquoi, comment, pourquoi il faut s'indigner, etc. Et en effet, sur ce travail de fond qu'on est censé faire en tant que journaliste, et là où on a une plus-value, c'est notre connaissance des sujets, c'est en effet aller déterrer finalement des informations qui aujourd'hui ne sont pas disponibles sur le web et dont une IA finalement ne pourrait pas les saisir. Et quand on travaille notamment avec des ONG, ce que je fais au quotidien, finalement on se rend compte que ce qui est précieux, c'est vraiment en fait d'arriver à retirer l'expérience des acteurs de terrain, des gens qui vivent au quotidien ces sujets dont on parle avec une manière un peu détachée, parce que quand on a des catastrophes, notamment comme ce qui s'est passé à Valence, etc., on se rend compte que c'est ça qui arrive aussi à créer du lien avec nos sujets qui paraissent un peu stratosphériques, un peu déconnectés. Et donc aujourd'hui, moi, vraiment, de me faire remplacer par l'IA, non, c'est pas un enjeu. Je le vois plus comme un assistant, en effet, pour m'enlever toutes ces tâches un peu rébarbatives et tous finalement ces contenus de moindre valeur ajoutée et qui vont me permettre d'aller dédier mes compétences et mon temps à des choses qui pourront potentiellement avoir beaucoup plus d'impact finalement. Très clair, merci. Robin ? Monsieur n'a pas de micro, mais femme, dis donc. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Robin Guignard-Perret. Donc, j'ai monté une start-up qui s'appelle Tellers.ai et qui, à l'origine, était une boîte à outils pour les journalistes. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de journalistes au début du projet, même si moi, du coup, je viens pas du tout de ce monde-là à la base. Moi, j'avais fait la première promotion de l'école 42. On avait crash-testé un peu le système. Voilà, et sur la question, et donc je me suis toujours spécialisé sur l'IA, et sur la question de est-ce que l'IA va remplacer les journalistes, je pense que déjà à l'heure actuelle, l'IA n'est pas du tout assez performante pour remplacer les journalistes, mais je pense que ce serait dangereux de se limiter à cet argument, parce que l'IA va continuer de devenir de plus en plus intelligente, et que peu importe à quel niveau d'intelligence elle va arriver, en fait, ce serait trop dangereux d'avoir une source d'information centralisée, une IA qui serait omnisciente et qui pourrait donner toute l'information à tout le monde. On a besoin de la pluralité de l'information, d'avoir des journalistes sur le terrain. Et comme tu disais, Stécie, du coup, en fait, l'IA va permettre de pouvoir se concentrer sur toute la partie investigation et aller plus loin sur les sujets, aller vraiment se poser les questions et perdre peut-être moins de temps sur du bâtonnage de dépêches ou ce genre de choses. Je vais absolument pas dans le sens dont j'avais préparé cette table ronde, mais quand on a commencé à avancer ensemble, à un moment donné, tu parlais aussi d'avoir une alliance raisonnée entre les journalistes, donc les journalistes de leur côté, qu'ils sortent du « ah ben en fait non, tout ce qui est fait par l'IA c'est nul », et de l'autre côté aussi d'avoir des outils qui ont été pensés avec des journalistes. Par exemple, peut-être l'occasion de préciser que tu es aussi incubé chez Ouest France, donc c'est intéressant aussi de voir que les médias se sont rendus compte que plutôt de tout critiquer, de se dire « non, on ne va pas y aller », de se dire en fait finalement comment on pourrait peut-être travailler ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a eu un très gros blocage au début. Il y a eu un espèce de moment pivot en mars dernier où les conversations ont commencé à changer avec les médias avec qui on discutait. Qu'est-ce qui s'est passé en mars ? Je pense que c'est les premiers deals qui étaient signés avec les chartes AI pour pouvoir préciser qui sont sortis, comment les journalistes peuvent travailler avec l'intelligence artificielle. Sur les chartes AI, je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant et nous c'est un peu le parti pris qu'on a. Donc on fait du montage vidéo automatique. Maintenant, c'est l'outil sur lequel on s'est concentré qui permet de transformer des articles en montage vidéo, mais qui sont basés sur des vraies images. Et donc du coup, souvent, ce qu'on voit dans les chartes AI des médias, c'est de ne pas utiliser d'images générées, parce qu'en fait, les images générées, elles représentent de la fausse information souvent. Alors que nous, si on va vraiment faire le travail d'aller chercher les plans les plus pertinents qui correspondent à l'article, même si c'est aidé par l'IA,
l'information, elle est quand même là, elle est quand même revérifiée par le journaliste. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de peur des journalistes. Il y a encore, même à l'heure actuelle, donc j'interagis un peu moins avec des journalistes maintenant qu'au début du projet. Mais il y en a encore beaucoup qui s'interdisent d'aller toucher à ChatGPT et qui ne veulent même pas essayer, parce qu'il y a une espèce de peur. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment comprendre que ça peut apporter beaucoup de choses, faire gagner du temps, et que le métier du journaliste est peut-être celui qui est le moins menacé, parce que, encore une fois, peu importe à quel point l'IA deviendra intelligente, nous, en tant qu'humains, on voudra garder des défenseurs de notre vérité, de notre démocratie. Ok, très clair. Démocratie. Toi, Claire, qu'est-ce que tu observes sur le terrain, justement, quand tu travailles soit avec des rédactions? Je sais que tu as aussi beaucoup regardé du côté de l'IA Act, qu'on puisse avoir en tout cas une intelligence artificielle qui arrive en backup et qui soit aussi éthique, qui respecte en tout cas nos lecteurs. Nos lecteurs, c'est toi, moi et l'audience qui est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as observé? Alors, il y a un accord OpenAI avec Le Monde, par exemple, qui est très intéressant, puisque Le Monde a compris que ça pouvait l'aider dans son modèle économique, puisqu'il y a une réciprocité. Le Monde va donner ses articles à OpenAI pour qu'ils puissent s'entraîner, parce qu'en fait, c'est ça, l'intelligence artificielle, ça s'entraîne sur énormément de données. Et ce qui est intéressant aussi, il faut y penser pour le bien commun, c'est que c'est bien que l'IA s'entraîne sur de la bonne donnée, sur des bons articles. Donc donner à manger à une IA, il faut bien lui donner à manger et ça va sortir des choses beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Donc c'est aussi l'intérêt pour l'OpenAI et pour Le Monde, qui en a vu d'ailleurs en échange une contrepartie, une rémunération supplémentaire. Et ça, c'est aussi intéressant pour les journalistes et que c'est une nouvelle source de revenus potentiels. Après, en droit, il y a aussi l'angle droit d'auteur. À ce jour, en tout cas en droit français et en droit européen, un petit peu la Chine est en train de changer d'avis, mais pas tant que ça. Pour bénéficier du droit d'auteur et tout ce qui est droit voisin, faut être une personne humaine. Voilà. Donc, même si vous utilisez une IA, même si l'IA génère un contenu, ce contenu n'est pas protégé par le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, c'est aussi une valeur de création et c'est aussi une valeur économique. Donc, pour l'instant, l'IA n'est pas protégée en tant que telle. Sur l'IA Act, maintenant, effectivement, il y a des règles d'éthique, de transparence qui ont été ajoutées dans ce règlement européen, qui est donc un règlement qui est entré en vigueur en août dernier, à exécution progressive jusqu'en 2026, et dans lequel il y a des obligations de transparence et de reconnaître les contenus, de savoir aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que l'Europe est en train de proposer un système qui fait un équilibre entre l'innovation, la création, mais aussi la protection des droits humains. Voilà, dans quel monde on veut vivre aujourd'hui. On voit bien qu'il est très polarisé et très brutal. Il est intéressant que l'Europe propose son modèle, c'est-à-dire que les solutions d'IA qui voudront se déployer dans les 27 États membres devront respecter nos règles. Donc vous pouvez dire que c'est que l'Europe, mais c'est quand même chez nous. Donc si vous voulez travailler avec nous, il faut appliquer nos règles. Et ça, c'est très important de le reconnaître et de se dire que... parfois, on crée même des normes derrière. Parce que par exemple, pour le RGPD, tout ce qui est données personnelles, règlement 2018, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais au départ, tout le monde nous dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de faire d'encadrer les données personnelles? Combien de pays nous ont suivis derrière? Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant effectivement de créer des règles d'usage sur l'IA en lien avec nos droits humains et nos droits sur la création, droits d'auteur notamment. Très clair. Stécie, vas-y. Peut-être pour rebondir notamment sur ces collaborations qui sont en train de se faire entre, en effet, des entreprises qui aujourd'hui proposent des outils basés sur l'IA et des médias. Je dirais qu'il faut faire attention dans le sens où on a souvent vu justement un peu ces nouveaux outils du capitalisme, il faut le dire, avec lesquels on collabore parce qu'on a l'impression que c'est une situation un peu win-win. Je pense que Uber est aussi un bon exemple où quand on était chauffeur, on se disait bon, je vais être bien payé, j'ai de la liberté, etc. Donc let's go. Sauf qu'une fois en fait que l'outil a réussi justement à s'attribuer cette ressource, à imposer aussi ses règles du jeu, ensuite pour justement retourner la table, c'est beaucoup plus simple. Donc je pense qu'aujourd'hui les médias, en effet, c'est une source d'argent qui est quand même assez intéressante et on se dit il vaut mieux y être le plus tôt possible pour essayer justement de rendre les règles du jeu les plus favorables à notre modèle et à notre
pérennité, entre guillemets. Mais il faut quand même aussi relativiser en se disant qu'aujourd'hui, les médias, c'est quand même un secteur qui est quand même assez précaire, fragile, et même pour des médias comme Le Monde, qui sont quand même des médias de référence et qui ne sont pas comparables avec des médias indépendants comme nous. Donc, il faut vraiment aussi se remettre dans la tête que même ces acteurs-là, les gros médias français, comparés à des géants du web américains, on reste quand même une petite goutte dans l'océan. Donc c'est comment est-ce qu'en effet, d'un point de vue réglementaire, on arrive le plus vite possible à tout sécuriser, à bien border les choses pour ne pas se faire finalement bouffer en fin de compte, quoi. Très clair. Et je regarde. Sophie, vas-y. Oui, ça me fait penser, alors c'est peut-être un sujet que tu voulais aborder un peu plus tard, mais au deepfake et au vide juridique qu'il y a derrière les deepfakes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rédactions qui sont attaquées. Alors dernièrement, c'est en Slovaquie, donc c'est bon, voilà. Il y a un exemple français aussi, mais je ne l'ai pas tout à fait en tête pour France 24. Mais en Slovaquie, tu as peut-être entendu parler de ça, ouais, c'est une journaliste dont on a imité, enfin on a un deepfake vocal en fait, qui donc serait en train de fomenter fomenter par rapport aux élections à venir en Slovaquie avec le dirigeant du parti progressiste slovaque. Et là, il y a Reporters sans frontières qui s'est dit il y a un problème et il faut vraiment peut-être qu'on mette le doigt dessus et qu'on essaye d'avancer en termes juridiques sur comment est-ce qu'on fait pour contrer ces deepfakes qui attaquent directement les rédactions en fait. Et donc c'est tout le phénomène après derrière des fake news et de ce numérique du mensonge qui arrive partout et qui nous inquiète beaucoup avec l'élection de Trump aussi. Et là-dessus, ouais, je ne sais pas où ça en est. Peut-être que tu as... J'ai combien de temps? Est-ce que c'est hors sujet ou pas? Parce que je voudrais pas... te laisse répondre. Alors, on ne verra pas toute la conférence dessus, mais je te laisse répondre. Alors, les deepfakes, c'est... pour s'y resituer, c'est de la vidéo truquée par intelligence artificielle. Et il y a eu des cas assez graves. Hein, le président ukrainien qui a été pris en deepfake et qui demandait à ses armées d'arrêter le combat. Et Poutine aussi, pour son anniversaire, s'est pris la même chose. Donc Trump a beaucoup utilisé les deepfakes pour les élections là. Donc c'est un vrai enjeu effectivement démocratique. C'est un enjeu aussi pour les personnes. Il y a énormément de deepfakes, surtout pour les femmes à caractère pornographique. Ce ne sont pas elles qui sont bien sûr sur les vidéos, mais c'est leurs photos, leur visage qui sont prises et c'est déversé sur le net. Et puis pour les entreprises aussi, les deepfakes dans le cadre de la cybersécurité pour effectivement tromper le comptable et récupérer de l'argent. On envoie un deepfake vocal, on utilise la voix. Vraiment, on a l'impression que c'est la voix de son boss pour faire un virement et c'était faux. Donc moi, j'ai un client qui a déjà eu un deepfake vocal. Donc les escroqueries par deepfake arrivent un peu partout. Il y en a des plus grosses, notamment à Hong Kong, ça dépasse les millions. Donc en France, on a une législation qui a été adoptée en mai 2024 sur les deepfakes de deux types. Et puis on a l'IA Act aussi qui prévoit des choses. Donc, et ensuite, même si la loi n'a pas encore spécifiquement prévu les infractions, on a quand même ce qu'on appelle chez nous le droit commun, où on peut utiliser notamment le délit d'escroquerie. Il y a de l'escroquerie là, donc on peut très bien utiliser quand même des textes qui sont déjà en vigueur pour faire des choses. Donc en droit, je dirais qu'on est suffisamment armé. Maintenant, le vrai problème que je vois moi dans la pratique, c'est l'exécution du droit. C'est-à-dire comment on fait pour supprimer un deepfake qui est sur Internet, qui est sur X, qui est sur Meta. Et en fonction de la plateforme, vous n'allez pas avoir la même réponse. Donc ça veut dire que si la plateforme ne répond pas, il faut aller devant les tribunaux, demander à un magistrat d'ordonner le retrait du deepfake en question. Donc pour l'instant, il n'y a pas de cas de jurisprudence en France actuellement à ma connaissance, mais c'est pareil pour n'importe quel contenu litigieux. Hein. C'est déjà le cas, il faut faire retirer le contenu litigieux et si la plateforme ne le fait pas, il faut aller demander au magistrat. Très clair. Après, Robin, on va revenir parce que je sais que tu as travaillé aussi sur des outils de fact-checking pour aider les journalistes à mieux travailler. Donc peut-être qu'on peut prendre ce point-là. Et après, je serais aussi curieux de savoir comment Stécie, Sophie, vous travaillez justement avec ces GAFAM qui, d'une part, on a montré un peu leurs limites, mais on sait aussi qu'elles permettent d'aller très proche de l'audience. Donc Robin tout de suite et après on revient sur le sujet parce qu'il y a eu 2 points que je voulais développer. Vas-y, Robin. Absolument. Donc malheureusement, on ne travaille plus sur l'outil de fact-checking qu'on avait développé. On a dû faire un choix, on est une petite start-up, donc on a dû se concentrer sur quelque chose, mais ce qu'on faisait en fait, et ça a été développé à l'origine pour fact-checker la sortie d'une intelligence artificielle.
Donc on allait regarder chaque phrase, on analysait chaque phrase du texte et on allait trouver des sources dans des fournisseurs certifiés, donc des médias avec qui on aurait voulu avoir des partenariats. C'était là où c'était très compliqué, c'est que nous, en voulant respecter les règles de propriété intellectuelle, etc., en fait, on s'est retrouvé bloqué pour faire le fact-checking, alors que les IA qu'on voulait vérifier et analyser, elles-mêmes, en fait, elles ne se gênaient pas pour aller piocher là-dedans sans le dire, parce que c'était caché dans l'entraînement. Donc après, on s'est rendu compte qu'on avait créé ça donc pour vérifier si chaque phrase avait assez de sources pour être vérifiée. On s'est rendu compte que ça pouvait aussi marcher pour n'importe quel article sur Internet, et on a commencé à généraliser un peu l'outil. Donc voilà, donc c'était un peu notre approche, et c'est là où ça peut être... C'est un problème de maturité des médias à ce moment-là, tu diras ? Je pense que c'est un problème. Nous, on monte une start-up, pas une association. Donc il y avait peu de business à faire, peu d'investissement qu'il y avait derrière. On aurait eu du mal, je pense, à survivre avec ça en tant que start-up, avec beaucoup de technologie derrière. Mais ce n'est pas un projet que je m'interdis de publier en open source un jour ou l'autre. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'outils qui commencent à faire ça. Un peu après qu'on ait fait ça, il y a Google qui a commencé, enfin en tout cas sur leur Google et Microsoft qui ont commencé à mettre des citations dans les sorties de l'intelligence artificielle. Donc déjà, c'était un peu mieux. Il y avait quelques phrases qui étaient sourcées. Et je pense qu'à l'heure actuelle, à l'heure des IA, et avec tous les deepfakes, on ne peut plus croire ce qu'on voit ou ce qu'on lit. On peut tout le temps être berné, ça devient de plus en plus réaliste, que ce soit de l'image ou du texte, ou crédible, et ça peut être généré dans des quantités énormes. Donc ça devient de plus en plus important de savoir d'où vient la source, d'aller sur le site en question, d'aller sur Le Monde ou un média indépendant auquel on a confiance. Et c'est là où la marque du journaliste et la marque du média devient fondamentale, ou même sur les plateformes, le compte en question, de tout le temps aller vérifier que l'information vient d'un compte en particulier, et pas de croire ce qu'on voit directement. Et d'ailleurs, il y a une coalition qui a été en partie mise en place par Adobe, qui s'appelle le C2PA, qui est en fait ce qui commence à apparaître sur les plateformes, notamment LinkedIn. On voit un petit CR en haut à gauche des images, et en fait ça nous amène vers tous les outils IA qui auraient été utilisés, ou les sources des images qui ont été créées. Et du coup, ça commence à renforcer cette importance de sourcer tout le contenu, et plus seulement se baser sur son esprit critique, et d'essayer de comprendre si c'est crédible et réel, juste en regardant l'image ou le contenu. Très clair. Donc, pour qu'on parle de révolution digitale, je pense que dans tous les cas, il fallait tout le monde avait un peu cette notion sur l'IA un peu dans un coin de sa tête, pardon. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tout à l'heure Claire l'a un peu abordé avec aujourd'hui Le Monde qui ouvre pour l'intelligence artificielle, qui devient une source de revenus. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu aussi finalement un peu avec les droits voisins au début. C'est-à-dire que les médias créent du contenu. Au début, Google se sert et puis ça devient une machine à cash. Il y a un grand bras de fer. Pour une fois, les médias finissent par gagner et ça devient aussi une source de revenus pour les rédactions. Donc j'ai l'impression un peu que c'est l'histoire qui se répète. D'un côté, et pour avoir, à ce moment-là, j'étais quand même dans les rédactions, on a besoin d'y aller parce que le média a toujours besoin d'être visible. C'est une conversation que j'ai eue par exemple hier avec Sophie, où les médias ont toujours besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. On a toujours besoin d'avoir une plus grande audience parce que c'est ce qui permet à un média d'exister. D'un côté aussi, maintenant, il faut se battre avec d'autres acteurs plus puissants qui n'ont pas les mêmes business models, qui n'ont pas les mêmes déontologie. En tout cas, j'ai l'impression que c'est deux mondes qui ont des objectifs complètement différents, mais qui doivent apprendre à collaborer ensemble. Je serais hyper curieuse de savoir, chez Chute, vous avez fait le choix du papier en 2024. Ça fait 5 ans que Chute existe, mais aujourd'hui, vous faites le choix du papier. Mais ça amène d'autres sujets. Comment on crée une communauté, comment on continue d'exister sur le papier dans ce monde-là. Et ensuite, j'aimerais que Stécie aussi nous dise comment finalement la Corneille, quelle est l'approche de la Corneille avec ces outils-là qu'on a appelés aujourd'hui, qui est un espèce de « je t'aime moi non plus ». Sophie, je te laisse la parole. Oui, nous on a créé un magazine papier effectivement qui parle de numérique, donc on aime bien dire qu'on fait du numérique au format papier. On aime bien cette apparente contradiction qu'on trouve en fait tout à fait, absolument pas paradoxale en réalité, parce que quand le papier c'est le temps long, c'est le temps de la réflexion, c'est un temps intemporel. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça va très vite, des contenus toujours plus courts, et aujourd'hui c'est le short, et voilà, c'est beaucoup ça. Alors, pas que ça, parce qu'il y a toujours des grands formats YouTube, il y a des super carousels à lire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui approfondissent vraiment les questions. Mais donc, quand même, de façon générale, c'est toujours ces formats très courts où on snack, le snack content, etc. Et nous, on a fait le choix du papier parce qu'on s'est dit que le numérique, c'était des sujets tellement importants aujourd'hui que ça méritait qu'on prenne le temps de comprendre.
Et que donc, quand on écrit effectivement dans un magazine papier, qu'on écrit des longs articles, c'est plutôt ce qu'on fait. Voilà, à un moment donné, on est obligé de se déconnecter, de s'installer dans son salon, de couper son téléphone pour pouvoir lire voilà, pendant un article pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et donc, c'est vraiment un choix éditorial qu'on a fait par rapport à ce qu'on défend sur la tech, le numérique, un énorme enjeu de société aujourd'hui, et qu'est-ce que ça change. Donc ça, du coup, vous n'avez pas de problème d'algo en se disant l'algo. On en a quand même. On en a quand même quelques-uns. Après, évidemment, pour se faire connaître, il faut aussi diffuser sur les réseaux sociaux. Nous, notre grosse problématique, c'est très souvent en fait les gens qui voient nos carousels, ils comprennent pas tout de suite qu'on est aussi un magazine papier. Et si on n'axe que sur le magazine papier, on n'a pas d'engagement, très peu d'engagement. Donc, il faut être axé contenu. Et essayer d'arriver à faire passer assez subtilement, mais quand même, qu'on est aussi un magazine papier et qu'il faut aller consulter notre magazine, etc. C'est juste, je dis que du coup, maintenant, vous êtes plutôt dans une pratique multimédia. C'est-à-dire que le premier contenu, c'est le papier, mais après, il faut exister sur les autres plateformes. On est obligé de toute façon. Après, on a toutes les mêmes problématiques que tous les médias en ligne, c'est-à-dire l'algo qui change tout le temps, la dépendance que ça génère derrière. Oui, on a ces mêmes problématiques. Mais comme on a un magazine papier, on arrive à créer des temps. Des temps forts parce qu'on sort un nouveau magazine, donc on va faire une communication forte à ce moment-là. Donc ça nous permet toujours de nous rattacher, de revenir au papier. Puis les gens nous découvrent aussi dans la vraie vie. Ils nous découvrent dans les kiosques, dans les librairies, dans les médiathèques. Et donc c'est aussi d'autres canaux de diffusion, même si aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le kiosque, c'est une activité vraiment qui ne se porte pas très bien. Là où on arrive bien à vendre, nous, c'est plutôt en relais dans les gares. Parce que c'est vrai qu'actuellement, très souvent dans les gares, les personnes qui voyagent, elles s'arrêtent dans un point relais, elles vont acheter un magazine. Enfin, il y a cet usage qui s'est créé ces dernières années, mais les kiosques vont pas très bien. Donc après, on travaille avec quelqu'un qui va cibler les différents points de vente les plus pertinents, où on vendra mieux, etc. Okay. Voilà. On reviendra sur le business model parce que on a très peu de médias qui disent que ça va bien. Il y a quelques-uns, il y a une série d'ailleurs de médias, ces médias qui vont bien, mais généralement les journalistes on est habitués à ce que ça aille mal. Stécie, chez La Corneille, c'est hyper intéressant ce que vient de dire Sophie, qu'on a besoin d'exister du côté avec le papier, et après il y a un travail aussi à faire sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité, pour faire grandir une communauté qui permet encore plus à un média indépendant d'exister. Sauf que quand on a préparé aussi, on se disait que sauf qu'aujourd'hui, ces outils-là, on parle d'Instagram, de X, il y a des plateformes qui ont fait le choix de se retirer. Je pense par exemple à Vox Media, qui est une newsletter quotidienne avec un gros volet féministe. Je pense par exemple à The Guardian qui dit en fait, tout est compliqué, nous on décide de quitter X, et puis je pense pas que ce soit le seul média qui ait fait le choix de quitter X parce que X est X, quoi. Mais du coup, chez La Corneille, comment vous faites face à ça ? C'est pas que chez La Corneille, j'ai aussi ce que je fais en tant que militante et mon nom propre, etc. En fait, il faut choisir entre être très radical et en fait jouer le jeu d'être des clowns. Enfin, vraiment, c'est littéralement ça. Jouer le jeu d'être des clowns, en fait. On est des clowns de ce système et des algorithmes. Et c'est comprendre qu'en effet, notre visibilité et la pérennité de notre travail, etc., le développement de notre média dépend de à quel point on accepte de faire plaisir à des gens qui ont créé des algos qui nous disent si vous dansez, si vous faites un contenu qui va durer que 30 secondes au lieu de 90 secondes, alors que vous parlez de globalement comment est-ce que le climat est en train d'être déglingué, quoi, on va vous mettre plus ou moins en avant, etc. Et c'est des choix qu'on doit faire et c'est des questionnements qu'on a au quotidien, parce que éthiquement, moi, ça me pose un problème de me dire, en fait, on n'est pas en train de réfléchir à ce dont la société a besoin en termes de contenu, d'information, etc. On est en train de réfléchir à ce que des gars dans leur bureau aux États-Unis ont besoin et ont décidé en fait qu'on allait pouvoir mettre en avant. Et donc évidemment, il y a une partie de notre travail qui consiste à essayer de jouer le jeu de manière la plus intelligente possible. Donc continuer quand même à faire du contenu évidemment qui reste long, qui reste sourcé, etc., qui reste aussi parfois plus dans ce côté, je dirais, éducatif. Donc c'est faire un peu le constat que finalement, quand on va sur Instagram, oui, parler d'actualité politique aujourd'hui, c'est en gros se tirer une balle dans le pied,
parce qu'évidemment, on est sanctionné régulièrement et on disait qu'on a du mal à faire retirer des plateformes, des contenus où on montre des femmes journalistes dans des positions pornographiques, etc. Par contre, quand c'est pour flaguer des contenus où on parle de changement climatique, où on parle justement d'agression, de questions de féminisme, etc., là, je peux vous dire que 5 signalements et votre contenu, il est soit shadowban, donc en fait, vous n'allez plus du tout toucher qui que ce soit dans votre audience, soit en fait, il va être retiré carrément de votre feed. Donc en fait, il y a une espèce de justice à 2 vitesses qui a été décidée à nouveau par ces mêmes gars aux États-Unis, en fait, les contenus qui nous dérangent, etc., et qui en plus vont pas forcément générer les bonnes interactions, on va très vite les écarter. Par contre, ceux qui génèrent de l'interaction, etc., même si c'est aux dépens d'humains et de leur santé mentale, etc., ça, il n'y a pas de souci, on continue. Donc on essaie de trouver à nouveau voilà, un peu l'équilibre entre se dire, en effet, sur Instagram, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est plus des contenus qui vont être un peu attractifs, qui vont être basés sur la vulgarisation notamment. Donc on est sur un enjeu aujourd'hui qui est la biodiversité. On a envie d'attirer un maximum de gens à s'intéresser à la science, au fond, au contenu. Ça ne va pas être possible sur Instagram. Donc on va d'abord les attirer avec des contenus de vulgarisation sur typiquement des espèces animales, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on travaille avec Épicureux, qui est le média qui a été lancé par Jamy de C'est pas sorcier. Et une fois qu'on a réussi à les attraper, à les faire s'abonner à notre page, etc., on veut absolument les faire sortir le plus vite possible des plateformes, les faire retourner sur notre site internet, les faire s'abonner à une newsletter. En fait, c'est comment est-ce que le plus rapidement possible, on garde la main en fait, sur notre audience, parce que l'algorithme il peut très bien nous aider à un moment donné. Il y a un changement de propriétaire, il y a un changement d'avis sur ce qui est valorisable dans la société, et bam, en fait, tu n'es plus du tout visible. Et après, c'est aussi faire le constat qu'il y a certaines plateformes sur lesquelles, en effet, se battre, surtout quand on est un média indépendant, qu'on a très peu de moyens, et financiers et humains, en fait, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que aller dépenser des heures et des heures pour essayer de faire des tweets qui vont être vus par 3 pélos ou alors des mascus qui vont venir nous insulter, franchement, flemme, j'ai pas que ça à faire. En revanche, il y a des plateformes comme LinkedIn qui aujourd'hui ont compris que les médias, que l'information, c'était de plus en plus compliqué d'aller le pousser sur certaines plateformes et qui font le pari de continuer à nous soutenir, de nous mettre en avant. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à récupérer tout un tas de médias, tout un tas de créateurs de contenu, de journalistes. Il y a notamment Salomé Saké, que vous connaissez sûrement, qui travaille chez Blast, qui, elle, n'arrête pas de se faire signaler, qui se prend des vagues de haine absolument partout et qui dit LinkedIn, aujourd'hui, c'est une des plateformes où je me sens encore le plus en capacité de générer du débat, et du débat dans lequel on ne va pas finir par s'insulter ou je vais finir en burn-out au bout de 3 semaines. Donc c'est aussi choisir ses combats et ses batailles, surtout quand on est une jeune femme journaliste à nouveau, parce que oui, il y a des gens qui sont derrière leurs ordinateurs et qui se croient très malins à dénoncer absolument tout ce qu'on fait, mais derrière, il faut pouvoir aussi assumer ça. Et parfois, il faut faire cet équilibre entre nous en tant qu'humains, comment on se sent après avoir posté un travail qui nous a demandé parfois des semaines, des mois, et comment ça nous fait nous sentir. Et derrière, oui, il y a la réussite dans médias et c'est toujours en fait essayer de trouver un équilibre qui est très précaire. Et moi, je le vois aussi dans le monde militant où on essaie de se dire, bon, maintenant, les mauvaises nouvelles, la science, ça ne vend pas. Donc on se retrouve avec des tas de militants qui jouent ce jeu de clown, on va faire plein de blagues et des contenus un peu snacking, etc. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de finir comme ça. Je suis journaliste, je suis pas là pour danser, pour amuser la galerie. Et si le constat, en effet, il est terrible et que la science, elle nous dit qu'on va droit dans le mur, j'ai pas à faire des blagues pour rendre la pilule plus facilement avalable, quoi. C'est tout. Très clair. Claire ? La réponse du droit. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, comment je vais le tourner ? Sur X, clairement, il y a une procédure judiciaire en cours en France parce que effectivement, X joue pas le jeu et ne joue jamais le jeu. Beaucoup de personnes ont décidé de partir de X. Elon Musk a décidé que ça l'arrangeait bien aussi. Et il y a des études qui démontrent que ça a été fait exprès pour préparer aussi l'arrivée de Trump. Donc, X, moi, perso, j'y vais plus. Enfin, voilà, ça sert plus à rien. Il y a beaucoup de violence, il n'y a pas de débat. Et je pense que derrière, il ne faut quand même pas oublier que les plateformes, c'est gratuit. Et si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Donc, il y a des plateformes qui jouent le jeu. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont rendues compte, et j'en discutais quand même avec des responsables de chez Meta, que c'était dans leur intérêt aussi de vous garder au sein de leur plateforme parce que vous êtes le produit. Donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité sur la plateforme et que vous allez partir, ce n'est pas dans leur intérêt. Donc, les petits gars aux États-Unis qui croient bien faire sur certains réseaux pour vous faire passer pour des clowns, à la fin, ils se tirent une balle dans leur pied et c'est tant pis pour eux parce que leurs usagers vont partir.
C'est ce qui se passe actuellement, et ils vont se retrouver qu'entre eux. Donc là, en ce moment, X, c'est un gros endroit masculiniste, voilà, de violents, de complotistes, et ben, qui restent entre eux. Mais qui restent entre eux, mais j'ai pas de problème, moi j'ai pas envie de les côtoyer, ça sert à rien. Parler avec un complotiste, ça sert à rien, il est dans son monde, ben, qu'il y reste. Donc après, il y a les autres plateformes, et là, il y a le droit. Et là, quand il y a des problèmes, eh ben, on a mis en place des réglementations européennes, le Digital Services Act, le SMA, qui prévoit des obligations de modération des plateformes. Donc nous, ce qui s'était passé, c'est que l'Union européenne a vu arriver toutes ces plateformes qui sont plutôt d'origine américaine, et au départ, se retrouver à devoir se battre sous l'axe de la défense. C'est-à-dire, bon, il y a des abus de position dominante, on va essayer de régler ça comme ça. Donc, on leur a fait payer des grosses amendes, on leur a dit de faire attention, bref. Et là, on s'est dit, bon, allez, on va plutôt anticiper maintenant, et on va faire des réglementations, on va leur imposer des obligations de retrait, de modération de contenu. Donc ça, c'est en cours, ça arrive au sein de l'Union européenne. Donc, les textes, ils sont là. Maintenant, il faut les appliquer. Ça, c'est la deuxième étape. Mais voilà, c'est ce que je disais au départ, c'est quel monde on veut, quelles valeurs on veut défendre et quel courage on a pour les défendre. Et donc ça se joue au-dessus. Donc moi, la praticienne, j'applique le droit. Bon, j'ai un client qui me dit je voudrais retirer ce contenu litigieux, qu'est-ce que je peux faire, où on a vu mes droits de propriété intellectuelle. Je vais lui donner toute la stratégie qu'il faut faire. Et en général, si la plateforme ne répond pas, mais elle répond, hein, avec une petite lettre de mise en demeure avec avocat, je peux dire que ça répond. Bref. Et après, si ça ne répond pas, on va devant le juge. Et on va en référer, procédure judiciaire urgente. Et j'avoue que Twitter fait partie de ces plateformes qui ne jouent pas le jeu et qui vont faire appel, qui vont aller jusque devant la Cour de cassation pour ne pas avoir à exécuter les décisions de justice. Mais après, il y aura des sanctions. Enfin, je veux dire, la justice est plus lente, malheureusement, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Mais il ne faut pas désespérer. Alors, tu dis qu'on est des pions ou des clowns. Moi, les algorithmes, j'ai compris comment ils fonctionnaient. Ça m'amuse. Ils nous mettent dans des bulles, dans des filtres. Ok, mets-moi dans un système. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez le système, mais je pense que oui. Donc, à force, même sur LinkedIn, hein, donc à force de liker, commenter un certain type de post, LinkedIn va se dire elle est féministe, je vais lui mettre que des posts de femmes qui sont pour la cause. Donc je vais rester qu'avec des femmes féministes. Je vais ne recevoir que des contenus féministes ou à tendance féministe. Ce qui est très intéressant, je suis féministe, donc ça me va très bien. Mais vous allez en avoir un biais de confirmation derrière. C'est-à-dire que le biais de confirmation, c'est que vous allez vous entraîner toujours à avoir toujours la même chose et les mêmes idées. Donc vous ne débattez plus. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant quand même d'avoir une contradiction et de pouvoir avoir une contradiction. Donc si vous êtes tout le temps sur des contenus qui vous disent exactement que vous avez raison, vous vous challengez jamais. Et donc c'est l'endroit à fake news. Parce que dès que vous avez ce biais de confirmation, hop, on va vous placer un contenu féministe faux et vous allez le croire. Donc vous piégez vous-même. Donc il faut réussir aussi à jouer le jeu des algorithmes et à ne pas rentrer dans ces filtres. Et ça, c'est faisable, c'est retrouver son esprit critique. Et là, vous avez un rôle des médias, ce que vous disiez, c'est que vous avez des médias qui vous intéressent, que vous savez indépendants, dont vous aimez le contenu, vous aimez leur travail d'investigation, vous aimez leur raisonnement. Eh bien, abonnez-vous, prenez votre temps le samedi matin ou après, voilà, pour lire avec un café ou autre cette revue. Et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, prendre des contenus, scroller, et ça ne vous enrichit pas, ça ne vous fait pas débattre. Donc, c'est pour ça que je trouve que les médias ont un avenir sur cette partie-là. Mais il faut aussi éduquer la population, et ça commence dès l'école, ici, à avoir ce genre de réflexe. Merci beaucoup Claire. Ça va dans la suite de ce qu'on disait. Moi, je sais que du côté des médias, il y a aussi de nouveaux usages. Par exemple, souvent, les premières tendances viennent souvent des États-Unis. Le New York Times, par exemple, il y a une partie alimentation où, en plus, après, on va prolonger l'expérience avec un groupe de personnes qui vont lire les articles liés à l'alimentation. Et en plus, une fois ponctuellement, on va rencontrer un chef. Les lecteurs du média vont se rencontrer. Récemment, on a de plus en plus de médias. Le mot communautaire a toujours une connotation un peu bizarre, mais de se dire, on a
des intérêts communs sur une thématique. Et en plus, il y a une notion de membership. On se rencontre pour débattre sur une thématique qui nous intéresse. Récemment, les Échos, par exemple, ont créé un groupe WhatsApp pour continuer la réflexion. Il y a quelques années, moi, j'ai monté un groupe un groupe Facebook, pour aider les femmes dans leur carrière. On se basait sur la création du média et aussi on partageait les coulisses de la rédaction, c'est-à-dire les journalistes partageaient leur veille avec les lecteurs pour leur dire attention, on lève le voile sur ce qu'on fait et on a aussi envie, au-delà de vous informer, vous aider à mieux travailler. On a une expérience qui est différente et pour moi, ça fait aussi partie de la révolution digitale, comment le journaliste et le métier même se repensent. Alors, il y avait des journalistes des fois un peu précieux, je vais le dire comme ça, et qui disaient non, c'est pas mon métier, moi je suis pas community manager, je vais pas jusque-là. Et d'un côté, on se dit oui, mais il faut réinventer aussi la manière dont on consomme le média, la manière dont on crée une relation avec l'audience et avec le lecteur. Chez vous, que ce soit chez Chute ou ce que tu as pu voir, toi aussi, Robin, comment on se positionne là-dessus ? Et là, c'est peut-être quelque chose de positif qui nous vient des réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant, on a des communautés et les lecteurs et lectrices ne sont pas passifs, ils ont envie de participer. Et moi, ça me fait penser ce que tu dis là à l'émergence des clubs, en fait. Il y a beaucoup de clubs maintenant dans les médias, des clubs de lecture ou autres. Nous, on a un club, le Tech Club de Chute, qui rassemble des femmes engagées pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui travaillent dans la tech, qui investissent ce secteur-là. Et c'est vrai que c'est super intéressant de rencontrer, de pouvoir créer ce lien et de partager. Et quelque part, en fait, finalement, nos lecteurs, nos lectrices ont vraiment un engagement citoyen, en fait. Et alors on peut s'inquiéter de l'avenir de la démocratie, mais dans le même temps, ce qu'on voit quand même, c'est on n'a jamais été peut-être aussi engagé à soutenir des médias. Il y a plein de campagnes de financement participatif de médias. Il y a une rubrique médias sur KissKissBankBank, par exemple. Aujourd'hui, quand on crée un média, la plupart du temps, on se lance sur KissKissBankBank ou Ulule. Donc, et parce qu'on va créer une communauté engagée qui va nous soutenir, qui va être là depuis le début, qui va avoir envie de s'abonner, etc. Donc c'est des dynamiques super intéressantes et qui aujourd'hui il y a des personnes qui essayent d'aller plus loin là-dedans. Il y a Julia Cagé qui est économiste et essayiste et qui parle beaucoup de démocratie dans les médias. Elle vient de publier un livre sur les médias comme bien commun, en fait, comme bien commun. Et c'est vrai que c'est intéressant de se questionner sur en fait les médias ne sont pas des entreprises comme les autres. C'est ce qu'elle dit. On participe à la vie de la démocratie. Julia Cagé, elle est aussi présidente de la Société des lecteurs du monde, et qui a été créée pour contrebalancer les actionnaires qui détiennent le média. Et aujourd'hui, c'est 25% du monde qui n'est pas détenu par les gros actionnaires, mais par des associations alors je sais pas si c'est une fondation, mais voilà, ouais, c'est ça. Et donc ça permet de ramener cette citoyenneté, et c'est aussi tous les LITA qu'il peut y avoir chez certains médias qui vont les campagnes LITA, si vous voyez ce que c'est. Enfin, c'est du crowd equity et qui permet aux lecteurs, lectrices de devenir actionnaires avec des petits budgets, à partir de 100 €, 200 €. De pouvoir participer financièrement à un média. Ça permet de protéger d'un point de vue démocratique, un certain engagement citoyen. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant. Et quelque part, on peut se dire que ça a été amené grâce au web, grâce aux réseaux sociaux aussi, cette dimension vraiment très participative, très citoyenne. Stécie, vous voulez rebondir ? Oui, peut-être pour rebondir sur le questionnement en fait, autour du financement, etc. Quand on a un média indépendant, globalement, c'est la grosse galère. Et en effet, on doit aller quémander 10 € à des gens qui nous lisent, etc. Et c'est vraiment compliqué. Donc, il y a aussi la question du rôle de l'État. Les subventions, aujourd'hui, c'est de plus en plus opaque, de plus en plus compliqué, de plus en plus limité. Avec ce qui arrive d'un point de vue politique, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et il faut quand même se rappeler aussi qu'on a une machine Afrique qui rachète de plus en plus de médias. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 11 milliardaires qui détiennent 80% des médias. Et il y a une nouvelle là, qui est tombée il y a quelques jours sur le rachat de l'École supérieure de journalisme par 3 milliardaires. Je vous parle de Bolloré, je vous parle de Bernard Arnault. On est en train vraiment de s'enfermer dans un modèle des médias où, en fait, nous, nos petits médias, avec nos crowdfunding, etc., on ne fera jamais le poids.
Jamais. Même si on a 1 million de citoyens qui nous donnent 1 euro chacun, etc., on est tellement de médias indépendants à devoir couvrir une diversité de thématiques, il y a tellement de sujets, que ce soit les questions d'éducation, les questions de féminisme, les questions d'écologie, etc. Derrière, on a des machines qui sont des bulldozers qui sont en train de nous écraser. Et malheureusement, en fait, on n'a pas de discours un peu. Évidemment, Julia Cagé le fait de manière absolument brillante, etc. Mais pareil, c'est encore quelques individus qui se retrouvent un peu seuls face à un gouvernement qui, globalement, commence à abandonner pas mal de son champ d'action aussi. Parce que quand on dit que les médias, c'est un bien commun et que c'est une question d'intérêt général, c'est derrière, il faut aussi mettre des moyens en face. Et ce n'est pas le cas. Et on va se retrouver demain avec des journalistes qui ont été formés aussi avec je dirais un schéma de pensée pour mettre en avant une certaine vision du monde, avec certaines pratiques plus ou moins déontologiques, plus ou moins éthiques. Et malheureusement, si on n'agit pas aujourd'hui, dans quelques années, ce sera pas trop tard, évidemment, parce qu'il n'est jamais trop tard. Mais en tout cas, on est en train de verrouiller beaucoup de choses. Et pour moi, c'est très dangereux. Très clair. Ça nous permet de faire une très bonne transition sur les nouveaux modèles, par exemple. On a parlé du crowd equity, on a parlé des plateformes de crowdfunding, on a parlé du don, on a parlé du membership, mais je trouve que, j'en ai parlé hier aussi pendant la préparation avec Sophie, sur le modèle Plan Cash, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, c'est un média qui est arrivé pour accompagner les femmes, qui est un média qui parle d'argent et de féminisme, en tout cas, et aider les femmes à progresser, en tout cas, sur la manière de gérer les sous au quotidien, mais aussi de créer de la richesse. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'un organisme de formation. On a d'autres modèles un peu comme ça. Il y a des modèles de plus en plus de nouveaux, ne serait-ce modèles de financement. Alors, il y a une vraie question, est-ce que ce sont encore des médias? Est-ce que ce sont des plateformes qui font aussi du contenu? Je vais penser à Welcome to the Jungle, par exemple, qui est avant tout plutôt un outil tech qui a une grosse machine de contenu/média, après à chacun qui veut voir, est-ce qu'on appelle encore ces modèles-là des médias? Comment vous percevez un peu ce nouveau type de business model, ce nouveau type de création de contenu? Peut-être que d'une part, il y a Welcome to the Jungle, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que c'est pas vraiment. Ils font beaucoup de contenu, mais je dirais pas que c'est un média. D'ailleurs, ils ont à un moment donné lancé un magazine papier, ils ont arrêté, ils se sont rendus compte que c'est trop cher, je pense. Mais, et de l'autre côté, on a des médias qui, eux, décident de se financer autrement que par juste l'audience. Parce que c'est ça la difficulté, en fait, finalement, quand on parle des réseaux sociaux, etc. C'est la dépendance à l'acquisition de l'audience, le développement de l'audience. Et ce que je trouve malin avec Plan Cash, c'est effectivement d'avoir switché vers la formation. Au lieu de tout miser le modèle économique sur tout ce qui est vente de publicité, enfin, on va le prendre au sens large, quoi, mais dès qu'on a une audience, on peut vendre de la pub. Alors ça peut être des partenariats, d'influence, etc. Mais c'est ça l'idée souvent dans les médias, c'est on va grandir, on va construire une audience et après ce qu'on vend, c'est son audience. Et là, quelque part, en faisant de la formation, elles ne vendent pas leur audience, elles vendent des formations. Et ça c'est intéressant, j'aime bien l'idée, je me dis que c'est certainement des choses à creuser pour pas dépendre complètement que de l'audience, parce qu'on peut avoir une petite audience, mais extrêmement captive et de niche, comme on dit, qui va être hyper intéressée par ces sujets, mais ça va pas être une très grande audience. Par contre, c'est une audience qui va énormément consulter, enfin très fidèle, et ça c'est difficile à vendre auprès de potentiels annonceurs, de grands noms, de grands groupes français. Et donc voilà, trouver un modèle économique un peu différent qu'on n'attend pas. Nous, par exemple, on fait pas mal d'ateliers aussi d'événementiel, d'éducation numérique, justement pour apprendre à déjouer les fake news et à développer son esprit critique pour les plus jeunes. C'est de la formation aussi pour les plus jeunes, pour les collégiens, les lycéens. Et c'est des modèles qui assurent une forme de stabilité parce que c'est toute la difficulté des médias aujourd'hui qui sont très chers parce qu'il faut produire beaucoup de contenu, que le contenu ça coûte cher parce qu'on travaille avec des journalistes, que nous, en plus on imprime en France, enfin, on s'est ajouté des petites difficultés au passage, voilà. Et c'est vrai que voilà, il faut trouver une forme des revenus pérennes, des revenus qui soient réguliers, qui nous permettent de financer tout le temps au quotidien et pas juste être dépendant d'un algo qui va du jour au lendemain changer. Je le voyais pour Plan Cash, ça marchait hyper bien. Et puis dernièrement, elles ont des problèmes avec l'algorithme qui a un petit peu changé et qui visibilise moins leurs publications. Et donc, elles cherchent des moyens détournés. Elles en parlent. N'oubliez pas de liker notre publication. On a un problème de reach en ce moment. Enfin, et donc voilà, pour contrer un petit peu tout ça, il faut peut-être trouver d'autres façons de financer les médias que par simplement l'audience, quoi. Ok, très clair. Robin, tu voulais rajouter quelque chose ?
Je vais rebondir un peu avec le point dont on parlait avant, où que tu as commencé, Stacy et Sophie. Claire, pardon, Claire que tu... Désolé. Claire que tu as après, c'est... Il y a deux problèmes avec les systèmes de recommandation sur les plateformes. C'est effectivement le fait qu'on se retrouve dans des bulles et le fait qu'ils veulent garder notre attention le plus longtemps possible. Je ne pense pas que ce soit des personnes mal intentionnées derrière qui sont en train de tourner les boutons pour vraiment nous mettre dans des mauvaises situations, mais le problème c'est qu'ils sont en train d'optimiser un modèle qui est dangereux, qui est de nous montrer le plus de pubs possible et du coup de nous garder captifs dans la plateforme aussi longtemps que possible. Et je pense que la publicité c'est indispensable et c'est ce qui permet d'avoir des médias gratuits, du contenu gratuit. Mais c'est là où c'est important de le repenser et de penser aussi au conflit d'intérêts que ça peut générer justement avec cette pensée de garder l'audience le plus longtemps possible plutôt que de lui apporter la valeur. Parce que les médias, quand ils vont avoir des sponsoring ou du coup de la publicité plus qualitative, une fois que le lecteur a eu son information et ce qu'il voulait, ils n'ont pas de problème à le laisser partir. Les plateformes, en fait, elles veulent tout le temps montrer plus de publicité. C'est ça qui fait qu'on a des énormes biais sur qu'est-ce qu'on va montrer. Et est-ce qu'on va montrer plutôt des vidéos de 3 secondes de personnes qui dansent ou de l'information et de l'investigation qui demande plus de temps. Et peut-être qu'à la fin d'une lecture d'une demi-heure, on se dit je vais aller faire autre chose. Okay, très clair. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je vais passer la parole à notre audience, mais j'aimerais bien savoir quand même, chacun et chacune, un média ou une promesse éditoriale que vous avez trouvé fraîche, en tout cas qui a retenu votre attention récemment. Tu peux y aller, Robin. D'accord. Qui veut commencer? Je sais que tu as dit Plan-Cache. Ok, Plan-Cache. Claire? Stécie, tu as peut-être quelque chose qui te vient en tête? Ouais, moi je vais pas sortir un nouveau média ou un média indépendant ou quoi que ce soit, mais le Guardian pour moi c'est le média de référence sur les sujets écologie et sur les sujets de biodiversité. Et en fait il s'applique une éthique que je souhaite qu'on puisse s'appliquer les uns et les autres dans ce panel quand on est un média. Enfin aujourd'hui de prendre la décision de se retirer de certaines plateformes, des plateformes sur lesquelles ils n'avaient pas 10 000 abonnés, ils avaient des centaines de milliers d'abonnés, et de dire en fait aujourd'hui on est conscient que en fait, on a perdu sur cette plateforme-là et que notre rôle en tant que journaliste, il va se faire ailleurs et qu'on va utiliser toute cette force de frappe qu'on a pour essayer de jouer sur des points de bascule ailleurs. Ça me semble important et ils ont une manière de couvrir les sujets, notamment sur l'écologie, qui n'est pas du tout méprisante, qui n'est pas du tout basée sur une approche très classiste qu'on a encore aujourd'hui en France, de dire regardez, on va vous parler un peu de notre tour d'ivoire. Ils vont dans les territoires, ils vont donner la parole à des gens qui finalement appréhendent le sujet d'une autre manière et qui l'appréhendent aussi dans leur chair. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et surtout, il y a une manière aussi d'appréhender les sujets, en tout cas dans les titres, etc., qui est toujours de se dire comment est-ce qu'on fait le lien entre le quotidien des gens pour créer cette empathie et un sujet qui, quand on le présente en disant, par exemple, le rapport du GIEC, là, nous explique que globalement, on est sur une trajectoire à 4 degrés, tout le monde s'en fout, de faire ce travail, de se mettre à la place du lecteur et de répondre à ses questions et de faire passer l'intérêt du lecteur et sa formation, son éducation, finalement, avant son prisme journalistique. Je trouve que c'est ce qu'on devrait essayer de faire de plus en plus. C'est bon, j'y réfléchis. Il y a un format dont on n'a pas parlé, c'est le podcast. J'adore. Moi, je marche beaucoup et en fait, j'écoute un podcast et ça me donne des idées, ça crée. Et je trouve que les journaux se sont mis au podcast et c'est aussi hyper intéressant d'avoir un podcast, d'avoir une interview, d'avoir un échange ou d'avoir... donc, je trouve que c'est aussi un format à creuser, en tout cas. J'en ai plein, donc je pourrais vous donner toute une liste, mais voilà, le podcast. Okay. Robin, je suis d'accord avec ça, je fais tous mes trajets à pied aussi et le podcast c'est vraiment super. J'aime beaucoup les discussions longues qui vont durer des fois plus de 3 heures et c'est un format qu'on n'avait jamais vu avant et je trouve ça hyper intéressant. Mais sinon du coup j'ai pensé à autre chose, on parlait du fact-checking et je pense à C'est vrai ça qui est sur LinkedIn et qui va mettre un commentaire sur des posts qui sont faux en fait, de personnes qui deviennent journalistes pendant une demi-heure et qui disent n'importe quoi. Et eux, ils viennent se plugger à ce moment-là. Et c'est le moment où il y a le plus besoin d'un média et d'une marque, comme je vous disais tout à l'heure, qui va certifier ou non quelque chose. Donc des fois, je trouve que c'est un peu court et j'aimerais en savoir plus, mais ça ramène vers d'autres liens, donc c'est très intéressant. Et il y a aussi, côté légal, on avait parlé avec les suraligneurs, que tu dois connaître, qui font du legal checking et qui est très intéressant aussi. Très bien. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Okay.
Ben, elle a dit Blanca. Oui, très bien. Je pense qu'on a des questions dans notre audience. Eh ben, ça arrive tout de suite. Je vais passer le micro et on prendra 3 questions parce qu'on est déjà un peu juste en termes de timing. Merci beaucoup pour ce partage. Et justement, ma question, elle est relative aux influenceurs. Pour vous, l'enjeu des influenceurs qui ne sont a priori pas journalistes, qui prennent le pouvoir justement sur des plateformes telles que les podcasts, quel est l'enjeu en fait pour vous de cette prise de pouvoir alors que vous êtes journaliste et eux le sont pas? Je pense qu'il n'y a pas de souci à partir du moment où on reste sur des plateformes, etc. Chacun est libre de s'en saisir comme il veut et c'est tant mieux. Il y a d'ailleurs des influenceurs qui font du très bon travail. Il n'y a pas d'insulte à dire qu'on est influenceur. Moi, où ça me pose problème, c'est quand on a des influenceurs en fait, qui se mettent à jouer les journalistes dans le monde réel. Là, on a vu certaines cérémonies autour de la musique, etc., où on donne la parole à des jeunes influenceuses, etc., qui en fait, c'est même pas leur rendre service, puisqu'elles se retrouvent dans un exercice qui est quand même très compliqué, etc., qui demande des années de pratique et qui perdent pied. Et on se dit, bon, mais en fait, si on veut aller se faire couper les cheveux, on va pas demander j'essaie de trouver le nom d'une influenceuse, mais bref, influenceuse de votre choix, voilà, vous rentrez celle que vous voulez. Donc pourquoi est-ce que quand on va avoir une interview ou un événement animé, on va aller demander à un influenceur? En fait, ça n'a aucune légitimité, vraiment, en fait, c'est aussi dénigrer, je dirais, les compétences et le métier que ça demande derrière pour se prêter à ce genre d'exercice. Et je pense que la facilité avec laquelle maintenant on peut créer du contenu et non des podcasts, ça donne des ailes. Mais à un moment donné, il faut aussi faire preuve un peu d'humilité et se dire, c'est pas parce que j'ai monté mon podcast que maintenant je peux me mettre l'étiquette de journaliste. Le journalisme, c'est aussi une éthique, une rigueur. Ça demande d'aller faire des recherches en profondeur et c'est pas juste se mettre sur un canapé avec sa meilleure pote et parler de pourquoi est-ce que notre copain nous a plaqué, ça y est, on est journaliste. En fait, ça marche pas comme ça. Et donc c'est rappeler aussi en fait ce qui se cache derrière chaque métier. Quand on est avocat, c'est pas parce qu'on fait des trucs de vulgarisation sur TikTok qu'on devient avocat. Donc pourquoi est-ce que journaliste finalement ce serait le métier que tout le monde pourrait s'approprier? C'est illégal d'ailleurs. Voilà, Il faut prêter serment et non, il y a même des avocats et des avocates d'ailleurs sur l'affaire Pellico qui ont fait ça. Et donc, j'attends toujours que l'ordre les sanctionne. Mais bon, passons. Non, alors il y a du droit qui encadre les influenceurs. Il y a une loi qui est sortie. Bon, elle a été un peu retoquée par la Commission européenne, mais on l'a retravaillée. Donc, on est influenceur, mais on dit en fait aux usagers en face qu'il y a une collaboration commerciale ou qu'on est un influenceur et voilà. Et ceux qui le font pas peuvent potentiellement avoir des amendes ou des contrôles de la DGCCRF ou un signalement. Donc moi, je n'ai pas de problème avec les influenceurs et les influenceuses à partir du moment où c'est spécifié que là, elles sont en train de promouvoir un produit parce qu'elles sont payées par la marque. Voilà. Et donc, c'est des contrats avec la marque. Elles ont aussi, à ce moment-là, des obligations de réputation, des obligations de se tenir correctement en fonction des marques avec qui elles souscrivent un contrat. Et donc elles s'y tiennent ou elles s'y tiennent pas. Si elles tiennent pas, le contrat est rompu avec potentiellement des dommages et intérêts pour certaines marques. Donc c'est une nouvelle forme de business, entrepreneur individuel ou société derrière, qui doit payer des taxes, pourquoi pas. Enfin moi, à partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art et du droit, pas de souci. Mais il y a eu beaucoup d'abus, c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et il y a eu beaucoup d'abus aussi sur les enfants, droit à l'image des enfants. Et la loi est encore venue cadrer la chose, puisqu'il y avait des enfants qui étaient devenus... il y avait un droit à l'image non consenti des enfants et des parents qui faisaient un peu n'importe quoi sur YouTube ou sur Instagram essentiellement. Si je peux juste ajouter un élément, parce que ça m'est passé par la tête là. Je trouve qu'avec les influenceurs, notamment dans le secteur de l'écologie, parce qu'il y en a de plus en plus, et ils ont un rôle à jouer aussi quand on parle de faire monter en visibilité les sujets écolos, etc. C'est après savoir que chacun a un rôle et une place à jouer, typiquement dans une lutte, et à quel moment est-ce qu'on est censé passer le relais? Parce qu'être influenceur et jouer sur la question des imaginaires, rendre le sujet mainstream et sexy, c'est une chose.
par contre accepter d'intervenir sur un plateau télé ou dans une conférence où il s'agit de parler de sujets très sérieux, de science, etc., en fait, on fait plus de mal à la cause qu'autre chose. Et il y a eu le cas avec pas mal de militants qui étaient très forts justement pour créer un peu des coups d'éclat et donner de la visibilité dans les médias finalement à nos sujets, et qui après se retrouvaient sur des plateaux, je pense à Quotidien, à TPMP, mais qui disaient des conneries mais énormes. Et après, nous, derrière, pour justement revenir et rattraper toutes ces bourdes, ça demande énormément de temps. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on apprend je dirais, à se serrer les coudes, à se dire, bon ben là, toi, ton travail, il s'arrête ici. Derrière, c'est une autre personne, parce qu'en fait, c'est des compétences et des modes de communication qui sont différents. Et ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, mais c'est juste qu'on a nos temps d'action qui sont aussi complémentaires, quoi. Très, très clair. Est-ce que j'ai une autre question? Ah, pardon. Bonjour, je m'appelle Cédric. Je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de vos interventions. Vous remercier également d'exister, de résister. Votre parole, elle est très précieuse dans ce monde très chaotique. Donc voilà, une première salle de remerciements. Ma question était plus autour de la fragilité de votre modèle économique. Est-ce qu'il y a des alter-voies de modèle économique qui soient plus pérennes pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui se tentent de par le monde, ou est-ce que vous avez, vous, des réflexions personnelles pour faire en sorte que vous soyez moins fragile? Merci beaucoup. Alors, on l'a vu un peu avec les business models, mais je vous laisse Sophie répondre. Ouais, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Je peux parler de notre expérience à nous, qui a été, ça n'a pas été simple. C'est toujours pas simple, mais on est toujours là depuis 5 ans, donc on s'en sort quand même. Mais c'est vrai que chez les médias, on parle de modèle économique diversifié, et ça c'est compliqué quand même, parce que ça veut dire que diversifié, ça veut dire qu'on a plusieurs sources de revenus. Donc il faut mettre en place plusieurs sources de revenus pour être sûr qu'on arrive toujours à s'en sortir. Et le penser dès le départ, hein, quand on monte une entreprise de cette façon-là, c'est pas simple. C'est chercher plusieurs sources de revenus, ça veut dire démarcher tel type de personne et tel autre et tel autre. Enfin, c'est un peu complexe, mais si en tout cas de notre expérience à nous, encore une fois, je trouve que ça a quand même fonctionné, même si ça a du coup été long, parce qu'il a fallu mettre en place ce modèle économique diversifié. Mais ça nous permet aujourd'hui d'être toujours là et de nous en sortir. Mais disons qu'on a pas mal testé de choses, et ce qu'on a mis en place au début du média, c'était en dehors du fait qu'on vende des abonnements, parce que c'est la première source de revenus, c'est des abonnements et des magazines à l'unité. Donc du B2C comme on dit, et après on vend d'autres prestations, notre expertise de médias, et on a différencié, au départ on vendait des contenus éditoriaux dans le magazine, bien de façon très très claire, contenu sponsorisé, etc., comme le veut la loi, pour tromper personne. Je ne dirai rien. On a fait ça bien. Et puis c'est quelque chose qu'on fait moins maintenant. Donc des partenariats éditoriaux, il fallait à chaque fois les chercher sur chaque numéro. Ça demande aussi une réflexion de peut-être qu'on va parler de ça parce que potentiellement telle entreprise ça peut l'intéresser, et c'est pénible en fait d'être toujours dans cette contrainte là et de manquer d'indépendance, dans nos choix éditoriaux. Donc aujourd'hui, on a moins cette contrainte, on vend d'autres choses qui sont plutôt de l'événementiel, des ateliers avec les jeunes, de l'éducation numérique, comme on dit, parce que c'est un sujet hyper important. Les journalistes font beaucoup d'éducation aux médias maintenant, ils interviennent dans les collèges, dans les médiathèques, etc. Et l'éducation au numérique, c'est de l'éducation aux médias, plus toute la connaissance qu'on a aujourd'hui des algorithmes. C'est important que les enfants comprennent ce que c'est que l'économie de l'attention dont on parlait, puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux très tôt, qu'ils ont un téléphone portable dans la main à l'âge de 9 ans et 9 mois en moyenne, un smartphone, et que c'est comme s'ils avaient les clés d'une voiture sans avoir le permis, quoi. Et on est un peu tous dans la même situation, en fait. On est souvent prisonniers de notre propre connexion. Enfin, on voit nos enfants comme ça sur leur téléphone en train de scroller, mais en fait, ils reproduisent simplement ce qu'on fait nous. Et donc, il y a toute une éducation à amener. Et c'est vrai que comment dire, dans notre modèle, en tout cas à nous, économique, on trouve ça vertueux parce que c'est hyper intéressant de porter ces sujets-là auprès des jeunes, et que ça nous permet d'assurer un peu plus la pérennité du média. Voilà.
Merci beaucoup Sophie. Stécie? Ouais, de notre côté, peut-être pour compléter, en tant que média indépendant qui est quand même affilié à une cause, la cause environnementale, il y a évidemment ce que la loi nous impose en termes d'éthique, mais ensuite il y a celle que nous on s'impose et celle que la lutte qu'on défend nous impose également. Donc typiquement en termes de partenariat, en termes de contrats qu'on peut accepter, c'est très très limité. Parce que pour trouver une entreprise, du greenwashing, même une entreprise qui d'un point de vue éthique, on est sûr qu'il n'y a pas de problème, etc. Ou de gens qui vont vouloir se mêler à la ligne éditoriale, c'est un autre problème. Et après, quand on a un média sur le business model, entre guillemets, il y a aussi le moment où il faut faire comprendre à l'audience que en fait, notre travail, en fait, c'est pas du travail bénévole, mais en fait, que c'est du travail qui mérite d'être rémunéré, parce qu'on est quand même à une ère où en fait, l'information, il y en a absolument partout. On a l'impression que ça coûte rien finalement. Et donc le moment où on leur dit, en fait, là, ça a demandé quand même à 2 personnes de travailler pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, etc., pour leur faire déclencher qu'en fait, on n'est pas juste des troubadours de l'écologie qui sont en train de se faire kiffer, etc. Parfois, ça demande quand même beaucoup de taf. Et donc ça, c'est du taf qu'on ne dépense pas finalement à produire de contenu, et on devient des marketeurs, on devient des communicants, etc. Donc c'est aussi toujours trouver un peu l'équilibre entre ça. Merci beaucoup. C'est vendredi soir, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Est-ce que j'ai une dernière question? On n'a plus de questions, très bien. En tout cas, merci pour ce dernier rappel, en tout cas, sur le business model des médias, qui est un vrai sujet. Je suis moi-même fondatrice d'un média qui s'appelle Test & Work, et on se casse tous la tête pour savoir comment on fait, comment on écrit et comment on paye nos factures, ce qui est quand même le nerf de la guerre. En tout cas, un grand merci à Sophie, Claire, Stécie et Robin d'avoir partagé ce moment avec nous.